de la mémoire, les pages entre guillemets d'horloge comme les pages entre guillemets sombres, eh bien, comment on peut construire une société aujourd'hui en 2020, à la fois au niveau local, au niveau régional, c'est-à-dire en état de des autonomies, comment on travaille au niveau national, sans forcément se monter contre les autres en se considérant peut-être parfois supérieur aux autres pour un certain nombre de questions, notamment de questions de produits, de richesses produites au niveau de la communauté autonome, et aussi entre nous au niveau, déjà au niveau européen. Je pense que c'est indispensable de bien reconnaître cette mémoire pour justement pouvoir avancer ensemble. Et je pense que le cadre européen, notamment, est un cadre indispensable, mais pas que dans le cadre méditerranéen. Je pense que le musée de Marseille, de Seine est quelque chose de formidable au niveau des articulations de la Méditerranée et de l'Europe. C'est de montrer aussi que, en fin de compte, bien, notre mémoire n'est pas que une mémoire nationale, mais c'est une mémoire transnationale, parce que, eh bien, au niveau du continent européen, et l'histoire de la France comme l'histoire de l'Espagne de notre terme, qui a été faite d'invasions, de conquêtes, de reconquêtes, de nouvelles invasions, et en fin de compte, les frontières, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ont énormément fluctué au fil du temps. La seule exception, c'est le Royaume-Uni qui n'a jamais été envahi depuis Guillaume le Conquérant. Peut-être que ça explique certaines choses récentes, je pense sûrement. Mais on ne peut pas, lorsqu'on parle de l'histoire de l'Espagne, faire abstraction de Napoléon, d'un certain roi d'Espagne installé par Napoléon. Voilà, donc c'est vrai que nos histoires sont abritées et nos mémoires de fait sont abritées. Pas seulement la mémoire récente, mais aussi la mémoire ancienne. Et je pense, en reconnaissant nos mémoires, y compris, à commencer, je pense, la mémoire douloureuse des partitions, et bien qu'on peut faire société, qu'on peut avancer aujourd'hui au niveau du XXe siècle. Sinon, si on occulte forcément, à un moment ou à un autre, cette mémoire occultée reviendra, refera surface, et pas forcément avec des moyens simples, gentils et pacifiques, ou parfois de façon brutale. Justement, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit quand vous avez dit que la loi de mémoire n'est pas nécessairement, pas uniquement tournée vers le passé. Et j'ai écouté il y a quelques jours le discours du secrétaire de la mémoire historique du PSOE, Fernando Martínez López, qui a dit, je le cite, j'ai la citation par chance, dans mes notes récentes, il a dit, cuando hablamos de memoria, no hablamos de pasado, hablamos de presente y futuro. Hablamos de democracia, valores y de conocimiento a los hombres que dieron su vida en defensa de la libertad y de los que tuvieron que cuidar. Je pense que tout est dans cette déclaration par rapport autant aux travaux que les auteurs ont menés. Et diverses interventions que nous avons eues ensemble, c'est vraiment ce projet de porter effectivement une entreprise commune vers l'avant. Sur les zones d'ombre, je ne sais pas, je me souviens pas si la France a reconnu ou fait son mea culpa sur les camps d'internement en France. Voilà, je ne crois pas vraiment. Et et deuxième chose aussi, sur les républicains espagnols qui s'étaient... moi je suis du républicain espagnol, et moi ce qui m'attendrit et me rend très triste, c'est que par exemple mes parents n'ont jamais critiqué la France, terre de liberté, etc., alors qu'ils ont été dans les camps, et mon père, lui, il s'était engagé dans l'armée française en 1940, et au début du conflit, et Pétain, donc les Français, les ont remis aux nazis. Donc c'est quand même deux trahisons terribles, et je ne compte pas la non-intervention et tout ça. Et je n'ai jamais entendu critiquer malgré tout, et moi je me dis quand même, c'est dur. Enfin, je trouve que c'est dur.
disait Sabrina, citant ces derniers mots communs de tous les témoins et acteurs du film du documentaire Émile Navarro, est-ce que c'est pas justement l'amour de la liberté qui fait que nos parents ont occulté, ou en tout cas ont considéré que la liberté était plus importante que le traumatisme, tout aussi important qu'ils ont pu subir. Je ne dis pas que c'est ceci, mais je pense que c'est peut-être au nom de l'image de la France, terre de liberté, qu'ils ont pu, je ne vais pas passer outre, mais passer au-delà du traumatisme qu'ils ont subi. C'est-à-dire qu'il faisait énormément la différence toujours entre le gouvernement et le peuple. Il ne disait pas la France. Même mon père ne disait pas, il disait il y a le peuple allemand et il y a les nazis. Donc eux, ils disaient non mais le peuple, et des gens qui dans les camps qui nous apportaient de l'eau, du pain, ils faisaient cette différence. Oui, c'est ce qui ressort de l'ensemble de beaucoup d'études qui sont faites, notamment les ouvrages de Geneviève Delphi-Saint-Marc, notamment qui était sorti l'année dernière sur le plan de Stéphane. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on voit bien la solidarité qui existe au niveau, entre guillemets, simple citoyen, qui va aider les personnes. Donc, même s'il y a aussi des structures plus engagées qui ont pu s'organiser pour aider, mais la solidarité humaine a été la première, ne serait-ce que pour contribuer à faire passer la frontière aux personnes qui étaient contraintes de fuir l'Espagne, avec un risque énorme. Et ce n'est pas étonnant que beaucoup de ces personnes-là, on les retrouvera après au niveau de la résistance, et que c'est clair que parmi les premiers résistants non français, les républicains espagnols ont été des personnes très engagées, parce qu'ils avaient déjà comment s'engager, ils étaient déjà organisés pour beaucoup, et étaient prêts justement, au nom de la liberté, à défendre la France, même si après ça a été compliqué, puisque comme vous savez, c'est pour les temps de nationalité espagnole, quand il est sorti du camp du Gouragad, il est revenu à Paris, il ne pouvait pas bénéficier des aides que les déportés français pouvaient bénéficier. Donc, ils étaient apatrides. Voilà, ils étaient considérés comme apatrides, en tout cas de non-français. Non-français, oui. Et inversement, les déportés français qui reconnaissent à Mauthausen qu'ils ont été énormément aidés par les Espagnols qui étaient très organisés, les ont aidés à les rapatrier, à ce qu'ils obtiennent des pensions, ils les ont aidés à faire leurs papiers et à s'insérer beaucoup. Inversement, Pierre Dac dit que les Espagnols lui ont sauvé la vie. La mémoire, c'est pour avancer, vous avez dit tout à l'heure, très bien, mais c'est pas. En Espagne, j'étais en Espagne, mais il y a des Catalans, des Gallegos. Au jour d'aujourd'hui, j'entends, je vois quelqu'un qui semble parler espagnol, je dis, vous êtes espagnol? Non, je suis Gallego, je suis basque. Ça étonne beaucoup en français, ça. Et alors, la mémoire, là, par exemple, en Espagne, on ne pourra jamais avancer parce que c'est la mémoire basque, la mémoire catalane, la mémoire gallegane, il y a des siècles, pardon, et on ne pourra jamais avancer. C'est tout. Parce que là, il y a à l'intérieur d'un pays, de l'Espagne, il y a des divisions, c'est même de la haine, c'est la haine. On entend parler les Catalans, il n'y a rien pour personne, hein. Mais c'est la haine. Ça, je pense que la mémoire là, a aggravé le schisme. Enfin, voilà. Dépend de la façon dont les personnes perçoivent les autres, tout simplement, c'est encore une fois la façon de considérer l'autre.
peut être... alors c'est vrai que vu de France, le fonctionnement de l'Espagne est complètement différent. Et vu d'Espagne, le fonctionnement de la France est totalement différent. Donc il y a des choses qu'on a du mal à imaginer. Mais personnellement, étant le fonctionnement plutôt fédéraliste, je sais que c'est un gros mot pour beaucoup de Français encore aujourd'hui, même s'il y a eu quand même deux grands écrivains, deux grands penseurs français qui ont parlé de fédéralisme, l'un et Tocqueville et l'autre étant Proudhon. Étant musicien de formation, adorant la culture, si vous me demandez par exemple de faire à mes amis espagnols que je recevrai demain, par exemple, un repas français, je ne sais pas quoi leur préparer. Est-ce que ça va être une choucroute? Est-ce que ça va être des galettes? Est-ce que c'est un cassoulet et tout? Donc, je dirais en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que c'est justement cette notion de rapport à l'autre, où il faut accepter l'autre par rapport à ce qu'il est, et qui nous accepte aussi sans forcément avoir un côté péjoratif par rapport aux autres. On parle de la Suède, on pourrait parler aussi de l'Italie avec ce qui se passe avec la Lega, la Ligue à l'époque, la Ligue du Nord par rapport au Sud. C'était même en Belgique, c'est compliqué. Ils font partie d'un même pays et avec des antagonistes, mais après, je dirais, là, peut-être des questions aussi de personnalité politique. Parce que je pense qu'il y a aussi, pour reprendre ce que vous disiez, beaucoup de personnes au niveau des Catalans ou d'autres qui ne sont pas du tout dans cette vision ethnocentrée, en fin de compte des choses, mais qui sont ouverts aux autres, parce qu'en fin de compte, je dirais, on fait partie quand même, au-delà même de l'Espagne, d'un continent européen où eh bien, on a beaucoup de choses en commun au-delà des frontières. En tout cas, c'est ma façon de percevoir les choses, c'est une façon de toujours percevoir les choses. Je dirais, il y a beaucoup de points communs entre Lille, Arras et Bruxelles. Il y a plus de points communs entre Lille, Arras et Bruxelles qu'entre Lille et Perpignan. Et pourtant, Lille et Perpignan font partie de la France. Donc, on est d'abord français avant d'être... alors que, en Espagne, en Italie, on est piémontais, ou je ne sais pas quoi, alors qu'aux États-Unis, d'abord on est américain, puis après on est Texas ou ailleurs. Et ça, c'est le fédéralisme de Tocqueville. Même en France, il y a aussi la notion de différentes origines, où on met le curseur entre la reconnaissance des origines et le vivre ensemble. C'est très compliqué. Après, encore une fois, c'est la façon dont on considère l'autre. Anne-Sophie, comme moi, on a des racines polonaises, on en a parlé tout à l'heure. On a parlé des Polacs, on a parlé des héritages, on a parlé des Portos, des Saint-Bois. Et aujourd'hui, c'est d'autres pays. Donc, encore une fois, c'est la façon dont on considère l'autre. Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Quand on sait, par exemple, par rapport aux Polonais, que dans les années 30, sous le gouvernement Laval, sous la Première République, les Polonais des mines du Nord avaient eu peur monstre en remontant de la mine pour les mettre dans des cars pour les envoyer à la frontière belge. Je veux dire, quand j'ai vu ça, un ouvrage écrit par Jean Leroy, qui est une biographie qu'il a consacrée à Léo Lagrange, même si je ne me considère pas comme polonais, je suis japonais, je suis senti profondément blessé. Donc, encore une fois, c'est la façon de considérer l'autre, et c'est aussi peut-être la façon dont les leaders interviennent. C'est vrai que si les leaders politiques, notamment culturels, passent leur temps à se positionner contre les autres, eh bien, beaucoup vont suivre cette altérité qui peut tomber parfois dans le cas de la Catalogne avec des monstruosités, comme ce qui s'est passé après le décès de Montserrat Caballé, qui n'a pas pu être, le corps n'a pas pu être exposé. Un tanatorio catalan. Elle n'était pas dans la mouvance indépendantiste cadette. Alors que Montserrat Caballé était une cantatrice fabuleuse. Absolument. Je vais rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, dans chaque pays, on revendique de telle ou telle région, de telle
à la différence de l'Espagne, la question de la mémoire, elle a amplifié ces différences-là. Et je pense que c'est cette longue période de silence où finalement tout le monde gardait sa propre vérité, parce qu'il y a aussi une question de vérité. Actuellement, c'est ce conflit entre est-ce que c'est une mémoire, est-ce que c'est une vérité, est-ce que c'est ce qu'on a vécu, est-ce que c'est ce qu'on a entendu et reconstruit, est-ce que ce sont des amas d'histoires reconstituées ou des brides de souvenirs. Enfin, je pense que la question elle est là en Espagne, c'est donner de la voix au silence, et puis quelle est la vérité ou quelles sont les vérités pour construire cette histoire. Il y a plusieurs histoires, chacun, je pense. En Espagne, les gens ont vécu une histoire, chaque famille porte une histoire. Maintenant, comment réunir tous ces récits et en former une histoire? Alors évidemment, je pense qu'il y a de la haine, il y a de la colère, de la compréhension aussi. Pourquoi vouloir nourrir les blessures, etc. Pourquoi parler du passé, pourquoi ne pas avancer en présent? Personne ne pourra avancer dans le présent et dans le futur, ont besoin de connaître leur passé. Je pense qu'il y a effectivement là, il y a beaucoup d'incompréhension et on tombe